Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray de l'émission Occident. Alors, comme vous l'avez vu la dernière fois, on a fait le point sur le festival du cinéma israélien de Montréal. Et là, on a le plaisir de recevoir Marie-Andrée Lamontagne. Bonjour. Bonjour. On va décortiquer un peu, sans rentrer trop dans le détail quand même, mais enfin, le festival Métropolis Bleue 2022. Alors, c'est quoi son nom? Parce que suivant les versions anglaises ou françaises, c'est un festival littéraire international, Literary Festival. Alors, ouais. Donnez-nous la bonne... En fait, toutes ces réponses sont bonnes. Parce que c'est un festival multilingue, principalement anglais-français. Donc, il y a un intitulé en français, puis un intitulé en anglais. Puis, il y a aussi une programmation en espagnol, puis d'autres langues selon les arrivages. Mais donc, c'est le Festival littéraire international Métropolis Bleue. Alors, il y aura une partie en ligne, messieurs, dames, et une partie en salle, oui. Donc on va en parler, mais donc la partie en ligne c'est du 28 avril au 4 mai 2022 et la partie en salle du 5 mai au 8 mai. Il y a le rallye d'Israël le 6 mai, donc vous aurez le temps d'y aller. Alors, d'abord, dans un premier temps, on va vous présenter un petit peu pour voir un peu. Ça fait quand même 2 ans, je crois, que vous occupez de ce festival. Dans cette fonction. Mais vous êtes là depuis le début. Hein. Dans cette fonction de direction générale, programmation et communication, c'est mon titre. D'accord. Mais j'ai accompagné le festival depuis sa création. Ça sera la 24e édition, mais à des titres divers. D'abord comme journaliste. J'étais à l'époque au journal Le Devoir et je dirigeais le secteur de la culture. Et je me rappelle très bien quand Linda Leith, la fondatrice, était venue me présenter ce nouveau festival qu'elle créait. On pourra en reparler là, de l'esprit. En 96. Et donc, à ce moment-là, tout de suite, je m'y étais intéressée comme journaliste. Et puis après, je l'ai suivi, on va dire, soit comme lectrice, journaliste, auteur, animatrice, conseillère à la programmation. Et puis là, maintenant, la direction de la programmation. Alors, vous êtes membre de l'Académie des lettres du Québec et chevalier de l'Ordre des arts et des lettres de la République française. Alors, est-ce que vous êtes d'origine française par hasard ou... Non, je suis québécoise. Okay. Parce que à quel titre vous avez pu... Alors, je sais que on va voir que vous êtes écrivaine. Donc, est-ce que on peut dire que vous avez été récompensée pour votre activité de bénévole ou de votre carrière du côté de la République française? Oui, chevalier de l'Ordre des arts, parce que c'est quand même important. Bien sûr que c'était important. J'étais honorée. C'est tout récent. Oui? Donc, ce qui est écrit dans la lettre, c'était pour votre activité d'écrivain et puis de votre contribution au rayonnement de la littérature française et de la culture française. Ah, super. Bon. Voilà. Il y a au moins des liens encore avec la France. Ah, bien sûr. On va en parler de... Non, mais la France est un pays important. La France, dans la culture québécoise, et demeure un pays important. Très bien. Il y a une histoire, mais ça demeure un pays important. Vous êtes poète, romancière, journaliste. Donc, alors, Le Devoir, je connaissais des gens justement là. Marie-Andrée, alors vous avez publié une... Alors ça, vous êtes, je pense, peut-être plus connu par rapport à cette biographie, la biographie d'Anne Hébert, messieurs, dames, peut-être que vous vous rappelez, Anne Hébert, Vivre pour écrire chez Boréal en 2019, donc c'est quand même assez récent. Oui. Et vous avez eu le prix du meilleur livre francophone en histoire des femmes décerné par la Société historique du Canada en 2020, le prix Gabriel Roy en 2019. Donc, on n'est pas face à n'importe qui. Hein, avec Anne Hébert. Avec Anne Hébert, bien sûr. Des romans, alors, Dans l'homme au traîneau, Le Méac, éditeur 2012, c'est ça. Ouais. Des nouvelles Entre mondes, toujours chez Le Méac en 2003. Des récits, dont Les fantômes de la pointe Platon. Vous vous intéressez beaucoup à la culture, parce que je crois que vous avez enseigné le latin, et vous vous intéressez pas mal à la culture antique. Hein. Oui, j'ai une formation classique à l'Université de Montréal. Donc, à l'époque, ça s'appelait études anciennes. Et donc, on avait une grec, latin. Moi, j'ai choisi la concentration en latin. Archéologie aussi. Donc, j'ai fait le baccalauréat spécialisé. Mais ça n'allait pas au-delà. Après, le département a été annexé aux études médiévales, à l'Institut d'études médiévales. Puis après, il a été emporté dans la tourmente et il n'y a plus d'enseignement de latin à l'Université de Montréal. Il n'y a plus de département d'études anciennes. Okay. Mais sinon, avant ça, moi, j'avais fait
ça, c'était un retour aux études. Parce qu'avant ça, j'avais fait une formation en sciences politiques puis en économie. Ah oui. Et puis c'est très bon pour le journalisme. Mais bien sûr, parce que là, je me destinais au journalisme. Et puis après, je me suis dit, je vais rester journaliste, mais je vais aller chercher une formation en culture générale, on va dire. D'accord. Alors, pour finir, donc, des ouvrages de non-fiction, dont Montréal, la créative édition autrement, Héliotrope et collection MOOC en 2011, des poèmes et des articles critiques dans diverses revues en France et au Québec, donc comme journaliste, j'imagine. Oui. Alors, au niveau de l'historique, vous avez abordé ça 2 minutes, là, donc on voit que dans l'historique, vous pouvez voir ça sur le site internet, bien sûr, en 1996, 3 écrivaines montréalaises, membres de la Writers Union of Canada, Linda Lay, Anne Charnay et Marie Soderstrom, qui organisent un partenariat avec l'UNEC. Alors, parlez-nous un peu de cette... rapidement. Hein. Ah oui, ben, là, vous renvoyez à l'histoire de Métropolis Bleu. Tout à fait. Donc, je n'étais pas là à ce moment-là, mais en effet, on trouve les détails sur le site. Mais tout ça part d'une volonté de ces 3 femmes, Linda Lee en tête, de jeter des ponts entre la culture anglophone et francophone. D'accord. Linda Lee, elle est d'origine irlandaise, elle est bilingue, elle est parfaitement bilingue, elle maîtrise le français, elle a appris le français, elle est arrivée ici je ne sais quand, je ne connais pas toute son histoire, elle est elle-même auteure, oui. Et elle a bien vu les mondes distincts, les voies parallèles qu'empruntait la culture anglophone et la culture francophone. Elle n'était pas la seule d'ailleurs à l'avoir vu, ça a été étudié, et puis il y avait un 3e monde, on l'a montré, des travaux notamment de Pierre Anctil l'ont montré. Il y avait le monde yiddish. On a reçu ici. Oui, bien sûr. Le monde yiddish qui était la 3e voie où chacun suivait son chemin. Tout à fait. Mais en tout cas, tenons-nous-en aux cultures anglophones et francophones. Et tenons-nous-en à l'époque, c'est-à-dire au 20e siècle, à ce moment-là, il y a 24 ans. Et là, elle décide que c'est pas possible. Il faut mêler un peu les cartes et les gens. Et elle crée ce festival. Elle crée une fondation qui s'appelle Métropolis Bleu. Et le festival Métropolis Bleu est le vaisseau amiral de la Fondation Métropolis. Et la Fondation Métropolis Bleu, c'est un organisme à but non lucratif qui s'occupe de lutte contre l'analphabétisme, l'illettrisme. On a reçu ici la Fondation pour l'alphabétisation aussi. Aussi, ben voilà, c'est des buts communs. Sauf que la composante littéraire est plus marquée, je pense, dans la Fondation. D'ailleurs, il y a un jeu de mots intéressant, write pour écrire. Donc il y a comme l'association du français et de l'anglais, mais l'objectif, c'est vraiment disons, de sensibiliser à l'écriture, aux échanges dans le domaine. Et puis au livre, à la fonction du livre, dans la vie des gens. Alors, Linda Lee s'est retirée depuis de la Fondation Métropolis Bleu il y a une douzaine d'années, et c'est William Saint-Hilaire qui est maintenant la PDG, je dis William, elle, en dépit de ce prénom, donc qui est la présidente directrice générale artistique aussi de la Fondation. Ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de femmes quand même. Est-ce qu'il y a eu des hommes qui ont eu un rôle important? Parce que c'est pas négatif, mais je veux dire... Non. Est-ce que c'est l'alphabétisation, le rapport à l'écriture, enfin, ça passe plus par les femmes, non? Je sais pas. Je sais pas. La culture, de façon générale, je pense qu'il y a une présence marquée des femmes. C'est pas une chasse gardée, loin de là. Non. Mais c'est la même chose si vous allez à l'université, le département de lettres, il y a moins de garçons, il y a beaucoup plus de filles qui font des études en littérature. Donc j'imagine que tout ça, même chose au théâtre, je dirais, remarquez qu'il y a des rôles masculins. En psychoéducation, il n'y a que des femmes. La médecine, paraît-il, c'est beaucoup féminisé. Maintenant, elles sont majoritaires. Donc, mais la culture, de façon on part de générale, loin, parce qu'avant, les femmes étaient quand même maintenues dans les... Bien sûr. Mais en tout cas, moi, je vais vous répondre aussi comme journaliste. Je sais que dans la culture, il y a une présence marquée des femmes. Donc, c'est pas étonnant que... À Métropolis Bleu, inutile de vous dire qu'il n'y a pas de ségrégation. Hommes ou femmes, chacun est bienvenu. Il y a eu celui qui m'a précédé, par exemple, avant, c'était Gregory McCormick. C'était un garçon. Et puis, donc, il y a de tout, mais il y a une dominante. Il y a en ce moment, la petite équipe de Métropolis Bleu, il y a 2 garçons et puis il y a 4 filles. D'accord, parfait. Donc, on a parlé de Linda Lay, fondatrice. Donc, en 1997, elle crée la fondation, on avait parlé. L'origine du nom, alors ça, c'est intéressant parce que... Enfin, tout est intéressant, hein, mais je veux dire,
Le nom, alors rapidement, Métropolis Bleu est en partie, alors je le dis en français, mais c'est blues aussi, est en partie inspiré d'un essai philosophique de William H. Gaze, intitulé On Being Blue, dans lequel l'écrivain américain passe en revue les nombreux usages du mot bleu. Oui, On Being Blue. C'est William Gaddis qui représente un écrivain américain d'importance, mais expérimental, de l'avant-garde et tout. Et je me souviens très bien de ce livre. Moi, je n'ai pas trempé, évidemment, dans cette histoire, mais je me souviens de On Being Blue. Il y a des pages et des pages sur les variations en anglais, parce que le bleu, la couleur bleue peut être associée à les blue chips, la dépression, blue. Oui, programme blues. Oui, il y a un programme pour les jeunes. La musique, évidemment. Alors, donc, il s'amuse, c'est le mot, à décliner les différentes variations du bleu associées dans la langue, appliquées à la langue, et de manière métaphorique, imagée, toujours. Et donc, Linda Lee, ça l'a, je suppose, fascinée. Je n'ai pas reçu de confidence à cet égard. Et puis, elle a eu l'idée de l'appliquer à Montréal. Et puis, de faire le festival Métropolis Bleu. Donc, Métropolis, parce que c'était évident que Montréal était une métropole et que c'était urbain comme festival au départ. Et puis, peut-être aussi, je suppose, parce que de l'anglais au français, le passage se fait facilement. Tu sais, le festival Métropolis Bleu, de Blue Metropolis Festival, enfin, tout ça. Puis, est-ce qu'il y a une référence, enfin, direct au jazz, parce que blues, enfin... Oui, le blues et le jazz. Oui, bien, chez William Gaddis, oui, il y a clair, aussi une variation sur la musique. Mais le festival est un festival littéraire. Et la Fondation, c'est vraiment l'écrit, la littérature. On va creuser justement là. On va parler des partenaires et puis encore 2-3 minutes. Et après, on va rentrer dans le sujet. Là, on pose le cadre. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, bon, les partenaires, c'est important d'en parler parce que ça permet, disons, l'existence du festival. Je rappelle, c'est quand même la 24e édition. Là, au printemps, oui. Au printemps. 2022. Ouais. Alors, il y a le Canada, Conseil des arts du Canada, Québec aussi qui vous aide, Montréal, Conseil des arts de Montréal, la Banque TD. Desjardins, non, je n'ai pas vu Desjardins. Si, à d'autres titres. Okay, là, vous avez les partenaires principaux. Vous avez repiqué ça sur notre site, ce qui est très bien, ce qui est la source. Oui. Mais il faut savoir que la Fondation Métropolis Bleu, il y a une partie de son financement qui est public et une partie privée. Donc, il y a d'autres fondations qui nous soutiennent. Oui, j'ai remarqué ça. Il y a des donateurs. C'était la question que je voulais vous poser, parce qu'il y a la Fondation Lucie et André Gagnon, Chagnon, pardon, Eric T. Webster Fondation, donc il y a au moins 2-3 fondations CF Cole. Oui, la Fondation Cole, la Cole Foundation en anglais, oui, qui sont très impliqués, eux, sur la lutte contre le racisme. Fondation J.A. de Sèvres, qu'on connaît, que tout le monde connaît au Québec. Donc, ça vous donne une idée. Il y a à la fois des partenaires gouvernementaux et des partenaires privés. Et puis, Métropolis Bleu, enfin, moi, c'est comme ça que je le conçois, puis c'est comme ça aussi qu'il a évolué. C'est vraiment un carrefour. C'est un lieu où se rassemblent convergent, en fait, je dirais, des gens qui ont à cœur la culture et qui ont à cœur la littérature. Et par rapport au Salon du Livre, est-ce que c'est pas du tout la même chose ou c'est le même esprit Vous voulez dire comme formule? Oui. Parce que le Salon du Livre de Montréal est aussi un de nos partenaires depuis 2 ans. Mais la formule est différente. Un festival et un Salon du Livre, c'est un peu différent, comme vous le savez. Un Salon du Livre, c'est une méga librairie avec plein de stands. D'ailleurs, vous avez partenaire les libraires. Et on a une librairie. On ne peut pas parler de livres sans vouloir proposer les livres à la vente, mais aussi en bibliothèque pour ceux qui le voudraient. Mais donc, un Salon du Livre, c'est une immense librairie, en fait, plusieurs librairies. Et puis, c'est avec un volet d'animation et un volet culturel. Un festival, c'est le contraire. C'est d'abord des animations, d'abord des événements, d'abord une programmation, et puis, bien sûr, naturellement, il y a une librairie associée. Et les gens peuvent prolonger la rencontre avec les auteurs, ou la discussion, parce que c'est un lieu de discussion, évidemment, tout naturellement, en se procurant le livre, de débat, de discussion. Et puis,
puis parfois des débats contradictoires, ça fait aussi partie de... Oui, de la littérature. Heureusement, ça fait partie de la vie. Alors rapidement, donc il y a Paragraphe, la librairie Gallimard, les libraires, Le Devoir, que vous connaissez bien. Oui, ça c'est des partenaires médias. Il y a Université Concordia, Université McGill, Air Canada. Power Corporation du Canada, Stella Jones, enfin voilà. Ils vont être contents parce que vous les nommez tous. Ah, tout à fait, non, mais pour nous, on a fait pareil pour la fondation, pour le festival, donc c'est important. Vous savez, j'ai organisé des événements moi-même et les partenaires, c'est important, ça nous permet de... Alors la Fondation Métropolis Bleue, c'est au 661 rue Rose de Lima, au bureau de 104. Vous avez le téléphone et le courriel si vous voulez les joindre et éventuellement apporter votre aide ou éventuellement simplement visiter. Alors pour finir cet aspect un peu administratif, on reconnaît, alors les valeurs et la mission. Alors les valeurs, on a compris que dès l'origine, c'est surtout axé sur la diversité culturelle et linguistique, promotion de la lecture auprès des jeunes, rayonnement international et inclusion sociale. Alors, pouvez-vous nous commenter 2 minutes? En fait, ça est un peu aussi à l'image de Montréal, hein, je pense. Et je vous ai raconté l'esprit d'origine de Métropolis Bleue qui est de mêler les gens. Donc, surtout qu'il n'y ait pas des voies parallèles et des vases clos et des silos, comme on dit aujourd'hui. Et de réduire l'écart. Surtout avec la pandémie depuis 2 ans. Avec la pandémie. Mais oui, chacun est dans sa bulle ou dans son tunnel, en fait, toutes les images que l'on peut imaginer. Donc, lutte contre, c'est-à-dire la diversité culturelle. La diversité culturelle, ben ça c'est voilà. implicite. Montréal, c'est une ville cosmopolite, donc il y a différentes cultures, et tant mieux. Et donc la littérature, de toute façon, c'est une vaste demeure, et il y a plusieurs pièces dans la littérature. Alors, on va dire que la réappropriation culturelle est une donnée naturelle, en fait. On s'imprègne, on s'échange, on s'emprunte, on influence. Exactement, voilà, exactement. Et puis la Métropolis Bleue est un festival, je parle du festival, est un festival international. Donc, ce n'est pas un 20 mots. Il y a des bon an, mal an. Là, je mets à part un peu les 2 dernières années pour les raisons que vous imaginez, encore qu'il y a une composante internationale malgré tout, mais elle était virtuelle. Donc, bon an, mal an, il y a toujours des auteurs qui viennent de la France, des États-Unis, d'Israël, d'Amérique du Sud, d'Europe. Parce qu'à l'origine, c'était anglais-français, les 2 axes. Et puis, c'est ajouté un axe Azul, une programmation Azul. Mais j'ai cru que c'était berbère, amazir, non? C'est marrant ce mot-là. Non, c'est Azul, c'est espagnol et portugais. Ah oui? Et si on mentionne les commanditaires tantôt, il faudrait ajouter Ginny Stikeman, qui est un des piliers ça, pour le volet Azul. D'accord. Et donc, c'est en espagnol et en portugais, mais pas seulement l'Espagne et le Portugal, mais le Brésil et l'Amérique latine, évidemment, et l'Amérique centrale. Et puis, c'est ajouté un autre volet qui est la programmation pour enfants. D'accord. Festival oui, j'ai vu des ateliers, on va revenir. Et d'où la Banque TD, qui est le principal partenaire pour les enfants. Pour les enfants. D'accord. Festival pour Alors, enfants. On va finir cet aspect-là par diversité. La mission. Donc, vous voyez déjà, diversité, c'est comme dans l'ADN du festival et de la fondation. Dès le départ, et les langues, diversité des langues, diversité des approches, la lutte contre l'inclusion ou la lutte contre le racisme, ou enfin, tous ces éléments-là, c'est comme un corollaire presque obligé de la diversité. On ne peut pas vanter les mérites de la diversité. Et de l'écriture. De toute façon. Il faut, je pense, de plus en plus, et le rappeler, malheureusement, mais la littérature est une maison ouverte à tous les vents. Tout à fait. Il faut qu'elle demeure ouverte à tous les vents. Et le festival est un lieu ouvert à tous les vents. Bienvenue ici à Mission Occident, qui valorise justement la liberté dans tous ses aspects. Alors, pour finir la mission, on comprend... Alors, la Fondation présente annuellement un festival international de littérature tout au long de l'année, une gamme de programmes éducatifs et sociaux dans lesquels on va venir, là. Parce que l'écriture et la lecture vont bien au-delà du divertissement des programmes. Ces programmes sont également utilisés comme outil thérapeutique de persévérance scolaire et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Et vous avez raison, c'est important, sachant que il y a un taux d'analphabétisme quand même relativement important, et c'est une mission, il me semble, qui est fondamentale. Pour connaître ses droits, par exemple. Bien sûr, ne serait-ce que pour vivre en société. Pour vivre en société. Alors, il y a l'analphabétisme, et puis il y a aussi, chose plus inquiétante et peut-être plus floue, l'illettrisme. Il y a une montée de l'illettrisme dans nos sociétés.
société, hélas, là, qui... qui soi-disant est basé sur l'écriture. Oui, bien sûr. Alors, non, mais c'est-à-dire la connaissance fine, le rapport avec le livre, avec l'écrit, qu'il soit sur un support. Est-ce que ce ne serait pas une conséquence de la dématérialisation du numérique qui fait qu'on a du mal à rentrer en contact parfois avec les objets qu'on apprécie avoir sa bibliothèque, enfin, des choses comme ça? Non, moi je me blâmerais, en tout cas là je réponds à mon nom propre, là, je me blâmerais moins le support, parce qu'après tout, les textes ou la littérature a connu plusieurs supports au cours de son histoire. Là je parle à quelqu'un qui connaît un peu le sujet. Un peu. Un petit peu. Mais non, ça serait plutôt, je pense, la multiplicité des sources aujourd'hui de distraction. Oui, donc c'est la nécessité de choisir de l'information, et comment faire. Puis un autre rapport au temps. La littérature, c'est se poser, même si c'est lire sur un écran, sur sa tablette, il faut se poser quand même. Il faut s'arrêter. Il faut cesser peut-être d'avoir des notifications. Bon, le cinéma, c'est autre chose, c'est l'image, là je veux dire des lieux communs, mais vous voyez, les autres formes d'art, elles sont présentes, elles ont toujours, souvent été présentes dans l'histoire des arts, mais là s'ajoute la multiplicité des médiums, des médias qui passent par l'écran, qui font concurrence au livre. Au livre papier. Donc, la radio, par exemple, à mes yeux, est un excellent support au livre. Malheureusement, on vient d'apprendre que Marie Arsenault va arrêter son émission littéraire. C'était la seule. Oui, la seule, vous l'avez dit. Il y a trop peu d'émissions littéraires. Il y a eu et puis je suis tout sauf nostalgique. Je vous préviens tout de suite. Donc il y a eu. Oui, parce qu'être écrivain, c'est aussi la créativité, donc vivre dans l'instant. Vivre avec ses contemporains. Voilà, avec ses contemporains. Vivre avec ses contemporains. Puis l'imaginaire aussi. Puis avoir un rapport au temps. Un rapport au temps, à l'espace, à l'imaginaire. Et le temps a besoin de temps pour se déployer. Nous, en Bretagne, on connaît Jules Verne, qui a été à Nantes. Là, on était presque. On nourrit au lait Jules Verne. Enfin, on connaissait pratiquement pas tous ses livres, parce que lui-même, les éditeurs ne savent pas combien il a écrit totalement de livres. Non, mais c'est ça l'intérêt de la littérature, c'est aussi nous amener vers autre chose. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure des programmes éducatifs et sociaux de la Fondation. Parmi ces programmes, donc c'est mon collègue Frédéric Godin-Lorrain qui s'en occupe. C'est avec les écoles, avec les hôpitaux, pour dans les visées qu'on a dites. Mais dans ces programmes-là, il y en a 2 en moyenne chaque année. C'est avec les écoles et tout. Frédéric en a mis un en place, là. Vous parliez de Jules Verne. Ça s'appelle le projet Neptune. Donc, c'est sur le rapport à la science et à l'invention. Donc, vous voyez, Jules Verne a encore des émules aujourd'hui. Et puis, la science, c'est important parce que ma femme est prof de maths et je veux vous dire que l'enseignement des sciences et des maths, c'est pas évident. Surtout, justement, on parlait de l'écran et des jeux vidéo. C'est beaucoup plus facile, c'est difficile en même temps d'adapter l'écran entre le monde domestique et le monde de l'école. Ça crée des brisures. Et moi, j'ai des souvenirs de lecture mémorables à l'adolescence, mais à l'enfance avec Jules Verne, que je dois à Jules Verne. Le Château des Carpates, pour moi, continue d'être Et on sous-estime aussi son influence sur la littérature japonaise, par exemple. On l'a vu dans ce genre-là, science-fiction. Ça a été vraiment très intéressant. Alors, là, on va rentrer dans le vif du sujet, mais on était déjà dans le sujet, messieurs, dames, mais c'est en même temps... On batifolait. Voilà, et puis c'est comme construire un mur, on commence par la base, donc il faut parler des racines. Alors, donc on est à 24e festival littéraire, donc c'est la 24e édition. Alors, c'est plus de 250 participants, toutes catégories confondues, plus de 150 événements, 20 nouveaux balados. Alors, on va voir ce que c'est les balados. Des rencontres. Alors là, ce qui est important, et l'actualité le veut, c'est que vous avez mis l'accent cette année sur l'Ukraine, on le comprend, et sa littérature avec des écrivains comme Oksana Lutishina, excusez-moi pour et Andrei Kourkov. Voilà. C'est un peu les vedettes par rapport à tous les invités. Alors, si vous permettez, je vais dire un mot du thème général.
général du festival, de ce 24e festival, qui est décliné, vous l'avez dit tout à l'heure, tant en mode numérique, mais beaucoup moins, là, à peu près 20 de la programmation, du 28 avril au 4 mai, et du 5 au 8 mai en présence. Donc, le thème général, nous posons la question, j'ai parlé du temps tout à l'heure, bien, quel âge avons-nous? À la fois les sociétés, à la fois les individus, à la fois la planète. Donc, vous voyez, ça permet nous vivons à une époque de bouleversements de toutes sortes, des bouleversements sociaux, des bouleversements, évidemment, d'ordre écologique. Bien sûr. Et puis les individus aussi dans les sociétés. Ben oui. Donc, quel âge avons-nous? Et je pense que la littérature, pour moi, c'est une conviction profonde de lectrice cette fois, mais quand la lectrice devient programmatrice, elle la met en œuvre, ben oui. C'est que la littérature a vocation à se mêler de tout, de tous les sujets. Et les écrivains, ils ne sont pas des experts, loin de là. Quand on voit George Orwell avec La Ferme, où il a une analyse incroyable de la politique et des dictatures 1984, alors que, bon, il parlait des gens ordinaires, enfin, même des expressions qu'on retrouve dans la littérature qui a beaucoup influencé. Bien sûr. Donc, à partir de ce thème général, l'idée, c'est de réfléchir à ces questions, mais toujours par le prisme de la littérature et des écrivains. Donc, vous pensez bien qu'un festival de cette envergure se prépare au moins un an à l'avance. Qu'est-ce que j'allais dire? Un an à l'avance. Sauf que la réalité, évidemment, va plus vite peut-être que la vitesse des festivals. Et là, il y a eu la situation en Ukraine. Donc, l'invasion, c'est le 24 février. Donc, moi, on ne pouvait pas, personne ne restait indifférent, évidemment, face à ce qui se passe en Ukraine. Et à partir de là, je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose, qu'on devait faire quelque chose au festival. Et il se trouve que j'avais déjà établi des rapports avant la pandémie avec des Ukrainiens ici à Montréal. Et puis, on préparait des choses sur le moyen terme, et là, du coup, j'ai réactivé ces contacts. Et puis, il y a quatre événements. Donc, il y a une série Ukraine à l'intérieur du festival. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on évitait les voies parallèles et les silos. Donc, la série, elle est Ukraine, elle est marquée Ukraine. Tous les revenus de vente de billets vont aller à la Fédération canadienne nationale ukrainienne dans le chapitre Montréal. Mais il y a des croisements. Il y a des croisements, évidemment, avec d'autres volets du festival. Donc, on a... Est-ce que je peux entrer dans les détails? Il y a 4 événements. Donc, ça commence samedi après-midi, le 7 mai, à 12h30, à la Grande Bibliothèque, qui est un des partenaires du festival, la Grande Bibliothèque et BANQ. Donc, on réunit à l'auditorium, sur un plateau, les 5 écrivains qui sont des écrivains européens ou d'inspiration européenne, de culture européenne. Je pense à l'écrivain israélien Yishai Sarid, qui va venir au festival. Et donc, ces 5 écrivains, il y en a 2 Ukrainiens. Un Ukrainien qui est Andrei Kourkov, qui est en Ukraine, qu'on aura par visioconférence, et Oksana Lutsichina, qui est ici à Montréal, qui, elle, enseigne aux États-Unis, au département d'études slaves d'une université. Donc, c'était plus facile pour elle de venir. Et puis, on a Andrea Bahani, l'écrivain italien. On a un écrivain français. Enfin, bref, on va réunir nos Européens et nos écrivains de tradition européenne. Et puis, ils vont réfléchir à que peuvent leurs livres à l'ère des tanks, de la guerre et puis de la dictature. Et c'est Stéphane Bureau, qui est journaliste, comme vous le savez, qui va animer ce panel qui promet d'être tout à fait passionnant. Oui, donc c'est lui qui va animer les échanges. Oui, et donc c'est à la Grande Bibliothèque. Et puis après, on a un autre événement où on va poser la question alors attendez, avec Oksana Lutsichina, on va faire... moi, je suis partie de l'idée que peut-être la littérature ukrainienne, on la connaît mal. Elle est récente, de toute façon, assez récente, 19e siècle, mais elle est étroitement mêlée aussi à la grande littérature russe, qui reste grande, heureusement. Et donc, c'est comme un atelier où elle va initier le public à ce qu'est la littérature ukrainienne. Une sorte d'histoire
un peu de la littérature 100, on va dire. Ouais, Donc, ouais, les gens, et c'est évidemment, c'est limité parce que c'est la formule de l'atelier. Donc, il faut réserver sa place assez rapidement si on veut être sûr de... Alors, je vois aussi que, par exemple, l'André Kourkov a été traduit en plus de 30 langues. Oui. Donc, il y a aussi un enjeu de langue et de traduction. C'est intéressant parce que la traduction dans l'histoire humaine est fondamentale. Ouais. Ne serait-ce que, par exemple, les échanges entre les civilisations. On voit, par exemple, les auteurs grecs et latins traduits en arabe et ensuite en latin à nouveau. Donc la traduction est importante, toujours dans cette idée de réappropriation. Et d'ailleurs, au festival, on a une journée professionnelle, puis chaque année, on a au moins 1 ou 2 ateliers, pas des ateliers, mais des panels ou des tables rondes sur la traduction. Alors, parce que précisément, c'est important. Ben oui, tout à fait. C'est important. Alors, et puis il y a aussi, je voudrais juste terminer sur l'Ukraine, il y a un événement qui va se passer le samedi soir. Donc c'est qui va mêler musique, donc musique violon, avec une musicienne d'origine ukrainienne qui est de l'Orchestre symphonique de Montréal. Et puis c'est en partenariat avec Amnesty International et puis aussi PEN Québec. Ah oui. Oui. Et donc et on va faire entendre la langue ukrainienne, on va faire entendre des poèmes en ukrainien qui vont être traduits en français, mais qui vont être lus en ukrainien. Et c'est moi qui animerai cette soirée-là. Puis, dernier événement, Oksana Lutichina, dont on a parlé il y a un instant, elle va s'entretenir avec Rosemary Sullivan, qui est une Canadienne, une essayiste canadienne, qui a publié là, un livre qui s'appelle The Betrayal of Anne Frank. Vous avez peut-être entendu parler. Anne Frank, oui, la trahison de la trahison d'Anne Frank. Et ils vont discuter. Et qui avant avait publié La fille de Staline, une biographie de la fille de Staline. Oui, j'ai vu ça, la fille de Staline. Donc, ces deux femmes, ces deux intellectuels qui se doublent d'écrivains, vont essayer de réfléchir, vont poser la question, est-ce que la notion d'empire est une notion masculine, au fond, mâle? Est-ce que... Oui, on revient à Jupiter ou à Alors, la déesse de l'amour. Réponse peut-être. Oui, peut-être. Bah oui, c'est intéressant. Ouais. C'est moins ça rejoint un peu ma question sur la présence féminine, enfin l'organisation. Oui, exactement. On sent quand même que les femmes prennent de plus en plus de leur place, et c'est très bien. Alors, il y a aussi des littéraires, un prix littéraire. Il y a 8 prix littéraires. Avant de revenir sur la table ronde et les ateliers, il y a alors le français d'origine sénégalaise David Diop qui reçoit le prix des mots pour changer. Oui, ça c'est le Festival Métropolis Bleu remet chaque année entre 7 8 prix littéraires. D'accord. Parce qu'il y en a qui s'ajoutent, il y en a... Bon. Et le prix des mots pour changer, c'est un prix important, ça, qui existe depuis quelques années. Et donc, David Diop, qui vit en France, mais qui est d'origine sénégalaise, qui enseigne à l'Université de Pau, d'ailleurs. Ah oui? Et donc, je ne sais pas si vous avez lu, il avait publié Frères d'âme sur les tirailleurs sénégalais au moment de la Première Guerre mondiale. Et puis là, c'est je suis en train d'oublier, c'est la Porte du voyage sans retour, qui est son roman paru au Seuil. Et donc, c'est sur l'île de Gorée. Oui, pour les esclaves. Les esclaves. Oui. Et puis, c'est une histoire d'amour, essentiellement. Tout à fait. Et donc, ça, c'est un prix pour, toujours par la littérature qui peut faire, je sais pas, changer les esprits, en tout cas, introduire un peu de réflexion. Et donc, David Diop... Souligner aussi son apport comme intellectuel. Bien sûr. Surtout qu'on est quand même dans une société avec Léopold Sédar Senghor, qui était vraiment un grand bonhomme de la culture africaine, mais aussi occidentale. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, l'écrivain journaliste colombien, là, on parle plutôt de l'Amérique du Vasquez. Sud, et Jean-Gabriel Vasquez. Juan Gabriel Vasquez. Reçoit le prix Azul, donc on en parlait tout à l'heure, patronné par Ginny Stackman. Donc, lui aussi, journaliste, très important traducteur, a vécu aussi à Paris pendant plusieurs années, plusieurs romans traduits en anglais, en français, dans d'autres langues, qui posent la question du terrorisme notamment. Donc c'est un auteur très important que nous récompensons et on est ravis de l'accueillir par le français. Donc, et il y a aussi, vous avez votre liste, le prix des premiers peuples. Alors là, c'est Eden Robinson. Eden Robinson. Donc, la romancière canadienne de la nation Aisla. Oui, qui habite dans l'ouest du pays.
Oui. excusez-moi pour la prononciation, Je ne saurais pas. Moi également, j'aurais du mal à prononcer. Il faut donc le prix des premiers peuples. Des premiers peuples. Donc ça, c'est pour récompenser un auteur autochtone. Et puis elle publie, c'est quelqu'un de très important au Canada anglais. Elle commence à être traduite en français, là. Elle fait aussi elle a une série de romans qui pose la figure du trickster. Vous savez, le trickster, c'est celui qui vient tout mêler, là, tout brouiller les cartes. Là. C'est une figure de la mythologie autochtone. Oui. Et c'est un animal qui bousille tout. Donc... Comme mon fils. Peut-être. Non, mais c'est l'enfant. Faut pas accabler ce brave garçon. Oui, non, vous et donc, il y aura c'est quelqu'un de très important. Il y aura beaucoup de gens qui vont venir. Disons que ça fait référence à une sorte de mythologie bien propre à l'histoire indienne. Oui, le trickster, comment ça s'appelle en français? Ça me reviendra. Partenariat avec l'organisme Indigenous Voice Award. Indigenous Voices Award, donc ça c'est un nouveau partenariat avec eux cette année. Ça c'est universitaire et eux avaient des visées semblables de souligner l'apport, parce qu'il y a vraiment une effervescence dans la littérature, dans les littératures autochtones. Il faut éviter de parler au singulier. Oui, c'est bien, il y a une diversité, j'imagine, comme tous les peuples. Exactement. Et puis selon les cultures, parce que la culture autochtone, elle n'est pas unique, il y a des cultures. Donc, on avait des intérêts communs et on a uni nos efforts et ce prix est maintenant remis grâce à... Et dans le même côté, enfin, c'est pas la même catégorie, mais dans le même... là, c'est peut-être le hasard, mais l'écrivain et musicien autochtone Thomson Highway... Oui, c'est le hasard des jurys. Repris le prix Violet. Le prix Violet, ça c'est présenté par Air Canada. Oui, pour les auteurs issus des communautés LGBTQ, queer, en fait. Alors, l'écrivain, alors ça, au Uber-Yves, on le connaît très bien. Oui, ça, c'est le prix Sciences et Littérature. L'écrivain. Ça, c'est très important pour nous. Donc, le prix Sciences et Uber-Yves, malheureusement, ne sera pas là pour des raisons de santé. Mais il sera là. Il vit en France, je crois, en Dordogne. Il vit en France. Il ne peut pas faire le voyage. En Bourgogne ou enfin... à Paris, puis en Bourgogne. Mais il sera là de manière virtuelle. Et puis, le prix Sciences et Littérature, c'est un prix qui récompense, en fait, qui souligne l'apport de scientifiques. Vous savez, je reviens, c'est ma marotte, les voies parallèles. La science et la littérature, on les a souvent opposées. Tout à fait. Oui, mais regardez, Alice au Pays des Merveilles, c'est fait par un grand mathématicien. Un grand mathématicien. Regardez Blaise Pascal. Blaise Pascal. Évidemment. Et puis moi, je suis fan de Seigneur des Anneaux, mais c'était un grand linguiste. Exactement. Donc, on a tort de les opposer. Et ce prix vient rappeler qu'on a tort de les opposer. Et donc, et on se connaît évidemment toute la composante humaniste de la pensée d'Uber-Yves, il est auteur lui-même. Donc, c'est tout naturellement que ce prix va lui être remis. On en est très, très content. Et puis, il y aura un prix pour la relève aussi. Oui, la relève grâce à l'appui des Fonds de recherche du Québec et Société et Culture. Oui, très exactement. Ça, c'est tout nouveau. C'est pour récompenser des jeunes chercheurs, souligner le travail des jeunes chercheurs dans ce domaine. Et, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. Exactement. En ce moment, ça devient, avec la déclaration de 2018 de Montréal, ça devient important de réfléchir. Et puis il y a des gens qui travaillent, il y a vraiment des talents à aller repérer. Alors ce prix va le faire. Et puis on a le prix Lumière sur les inégalités. Je ne sais pas si vous êtes là dans votre liste. Sciences et littérature étant décerné à Hélène Després. Je suivais la liste. Oui, mais Sciences et littérature, ça la relève, ce sera à Hélène Després. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est elle qui va être primée. Exactement. Alors, l'Observatoire québécois des inégalités, le prix des Lumières sur la pauvreté récompensera... Lumière sur les inégalités. Ouais. Et donc, c'est en partenariat avec l'Observatoire sur les inégalités, l'Observatoire québécois sur les inégalités, qui est rattaché à l'Université de Montréal. Et puis, donc, c'est... l'anthropologue et artiste québécoise Francine Saillant. Francine Saillant, oui, qui est elle-même auteure et qui a beaucoup travaillé sur les communautés, comment dire, atomisées dans les sociétés. Et puis, j'attire votre attention sur une exposition qui va ouvrir le 5 mai au même moment au Sidika ici à Montréal, qui est le centre de culture haïtienne. Là. Sur les villes, justement, c'est une exposition que je n'ai pas encore vue, mais dont on m'a parlé et qui est en lien avec Francine Saillant, sur des villes comme ça où il y a des atomisations
juxtapositions, des juxtapositions de communautés, mais surtout de classes sociales différentes. C'est assez rare parce que souvent ils se concentrent. Tant mieux qu'il y ait ça se fait naturellement, c'est pas une décision politique. Non. Non, pas du tout. C'est donc au même moment, et puis c'est Francine Saillant, ça sera l'occasion de venir la rencontrer. Et puis on a un prix aussi qui s'appelle le prix Nouvel Apport avec la communauté urbaine de Montréal. Je ne sais pas si vous en êtes là encore dans votre liste. Oui, ça y est. Et dans le cadre de la programmation d'automne 2020 du festival. On dévoile les finalistes au moment du Festival Métropolis. Oui, mais ça ne sera pas remis là. C'est remis à l'automne, au moment du Salon du Livre de Montréal, qui est maintenant notre partenaire depuis 2 ans. Et donc, c'est l'occasion, comme ce sont des auteurs montréalais issus de l'immigration et qui sont au début de leur carrière d'écrivains, qui ont publié maximum 3 livres, c'est tout naturellement qu'on va le remettre au Salon du Livre de Montréal. Alors, rapidement, leur profil, ça vient d'où? Enfin, Elka Anna Talbi ou Tawida Tania, Evanson et Caroline Dawson. Caroline Dawson. Donc, ce sont trois femmes qui, avec des profils très différents, qui écrivent en français ou en anglais, donc qui n'écrivent pas dans leur langue, maternelle, et qui, c'est difficile de résumer les 3 œuvres aussi contrastées, mais qui viennent, qui interrogent toutes les 3 de manière différente et singulière l'exil et le fait comment dire, le passage d'une culture à une autre, et puis l'expérience montréalaise. L'immigration et l'émigration. Mais l'expérience montréalaise étant au cœur de cette émigration. D'accord. Ça s'appelle le Grand Prix. C'est par la poésie, puis c'est dans un cadre. Est-ce que c'est nouveau ou c'est la première? Non, ça existe depuis 4 ou 5 ans. Ce qui est nouveau, c'est maintenant on dévoile les finalistes au moment du festival et on remet le prix à l'automne. Ça, c'est nouveau avec dans les années antérieures. Et entre-temps, il y a le livre québécois le 12 août, au mois d'août, là, pour acheter un livre québécois. Oui, c'est vrai, il y a cette initiative. C'est bien, c'est une bonne idée. Avant, ce prix s'appelait, pour tout vous dire, parce qu'on va tous dire, s'appelait le prix de la diversité. Et là, maintenant, il s'appelle le prix Nouvel Apport. Parce que le prix de la diversité, finalement, on s'est dit, c'est un mot qui devient un mot galvaudé, que finalement, tout le monde peut avoir une singularité qui le rattacherait à la diversité d'une manière ou d'une autre. Et puis, donc, Nouvel Apport, ça montre bien qu'ils sont issus de l'immigration, ces jeunes gens, et qui font un apport différent à la littérature. Alors, je rappelle qu'on est dans la programmation en salle du 5 au 8 mai, là, pour l'instant, et qu'on va passer à la programmation en ligne. Mais on va finir donc les tables rondes et les ateliers. Vous en avez parlé un peu rapidement. Qu'est-ce qu'on aurait à dire sur ces tables rondes et ateliers? De ce que vous avez déjà dit, c'est toujours une rencontre avec un débat et des rencontres avec le public? Oui, exactement. Parce qu'en fait, on ne réinvente pas la roue. Il y a des limites à réinventer la roue. Alors, vous savez, pour ce genre de manifestation littéraire, c'est des panels, des tables rondes, des discussions. C'est des entretiens sur scène. Et puis, il y a des lectures publiques. Il y a Andrea Bajani qui vient d'Italie. Oksana, on a parlé. Santiago Amigo-Nera de France, qui vient de France. Ishaya Sarid, ça c'est l'Israélien parmi les 4. Parmi les 4, il y en a un qui peut être là. Ainsi qu'en direct depuis l'ouest de l'Ukraine, donc où il s'est replié le romancier ukrainien Andrei Korkov, on en a déjà parlé. Alors l'Empire est-il un concept masculin? Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Et puis, celle dont vous parlez, c'est pour ça que je voulais en parler, mais vous en avez déjà parlé, donc celle qui est Rosemary Sullivan, l'auteur de La fille de Staline. Voilà. Puis avec Rosemary Sullivan, étant donné que La fille de Staline, ça remonte à il y a 4 ans, peut-être, cette biographie. Là, son livre, c'est The Betrayal of Anne Frank, c'est la trahison d'Anne Frank. Donc, elle va... un de nos partenaires, c'est le musée McCord. Et avec Yisha Sharid, qui est l'auteur israélien, ils vont discuter tous deux mais c'est en anglais, donc il faut être... parce qu'il y a une programmation en anglais, une programmation en français, mais les gens vont de l'un à l'autre. Ils vont se poser la question de qu'est-ce que l'antisémitisme
l'antisémitisme aujourd'hui? Quelles sont ses parfait. formes actuelles? Parce que, évidemment, il se réinvente. C'est une calamité, mais il se réinvente. Il se réinvente, tout à fait. Alors, qu'il faut combattre à tout prix. Exactement. Et Yishai Sharid est un auteur, un romancier israélien très, très important, excellent. Et moi, je pense en particulier à son dernier livre, qui est traduit en français et il écrit en hébreu, mais traduit en anglais, The Memory Monster. La mémoire des monstres. La mémoire du, oui, la mémoire du monstre, c'est chez Actes Sud. Ah, oui. Et le monstre de la mémoire. Ah, le monstre de la mémoire. C'est pas un monstre, c'est le monstre de la mémoire. Okay. C'est la mémoire qui peut être monstrueuse si on n'y prend pas garde. Ah oui, surtout quand on oublie. Ou alors, non, On fait de la négation. Bon, ça c'est une mémoire monstrueuse, évidemment. Mais dans ce roman, parce que c'est un roman, c'est saisissant. Je vous invite à le lire. C'est le personnage principal, il est guide à Auschwitz maintenant. Et donc là, il voit défiler les cars, les cars de touristes, les cars de lycéens, les cars avec les attitudes que vous pouvez imaginer, avec parfois comment dire, la désinvolture que vous pouvez imaginer. De la jeunesse. Et puis, pas seulement chez les jeunes, là, il y a aussi, je ne sais pas moi, tous les ans, des âges. Oui, puis tout ce qu'il y a autour, c'est devenu un lieu... commercial, comme Lourdes. Un lieu comme... Exactement, exactement. On cherche la petite flamme de la présence. C'est saisissant, c'est saisissant et ça nous renvoie vraiment à notre époque contemporaine. Là, on n'est pas dans une histoire qui s'est passée durant la Deuxième Guerre mondiale. Bien, surtout qu'on a vu aussi en France là, récemment un homme se faire tuer parce qu'il était juif, se faire massacrer. Là. Oui. Donc l'antisémitisme aujourd'hui est un monstre. On lui coupe une tête et puis il en pousse. C'est comme l'hydre de Lerne. Alors pour les ateliers, là, on revient sur l'Ukraine, bien sûr, qui dit que la littérature et la culture ukrainienne n'existaient pas, place limitée. Donc là aussi, c'est intéressant. Atelier d'initiation à la littérature ukrainienne, vous en parliez tout à l'heure avec Oskana. Ensuite, le média. Alors, la journaliste ukrainienne Vladislav Yespenko, qui travaillait pour le média Crime Reali en Crimée, territoire occupé par la Russie, en collaboration avec Amnesty International, vous en avez parlé aussi. Oui, c'est ça. Chapitre aux distinctions mentionnant enfin les primo-romanciers français et québécois élus par des clubs de lecture québécois. Ça serait bien installé. Est-ce que, alors, qui a voté pour Oui, alors, il faut que je donne un élément de contexte. C'est un partenariat qu'on a depuis maintenant 7 ou 8 ans au moins avec le Festival du premier roman de Chambéry en France. Et ce festival est très important en Chambéry pour découvrir des premiers romans. Il existe, lui, depuis, je ne sais pas quoi, je dirais facilement une trentaine d'années. Donc, il a publié Amélie Nothomb avant qu'elle ne devienne Amélie Nothomb, ce genre de choses. Et ça repose sur des clubs de lecture qui lisent et qui font des sélections, et puis il y a comme un entonnoir, et la formule a été importée ici ou exportée ici au Québec. Donc il y a des clubs de lecture qui se sont mis en place. Il y a une structure qui s'appelle les Rendez-vous du premier roman, en partenariat avec l'UNEC, l'Union des écrivains du Québec. Et puis le Festival Métropolis Bleu est en partenaire avec Chambéry depuis au moins, comme je vous disais, 6 ans, 8 ans. Donc là, maintenant, le partenariat est tripartite. Il y a des clubs de lecture ici, il y a des clubs de lecture en France, il y a un primo-romancier français qui est élu à l'issue d'un processus de lecture puis de vote, et puis en l'occurrence une primo-romancière québécoise qui est élue ici, et les deux participent au festival. Donc, ils vont animer les ateliers. C'est-à-dire, ils vont participer. J'ai animé une rencontre, il y a un élément virtuel. D'ailleurs, je veux souligner que toute la programmation virtuelle, à quelques exceptions près, est gratuite, et en accès libre. Gratuite, ah oui. Oui. Donc on ne peut pas forcément être présent ici, mais on peut de chez nous... aller sur le site. Je fais une exception, et elle est de taille et elle est justifiée avec le Festival du cinéma israélien de Montréal, que vous avez reçu ici. Et on a un partenariat avec eux. Et donc, il y a 4 grands documentaires, portraits documentaires. Oui, on va y venir. Et donc, pour ceux-là, il y a un passeport qu'on peut acheter, etc. Mais sinon, c'est... Alors, pour finir la partie... Donc, on a nos 2 primo-romanciers qui vont participer au festival. C'est intéressant. Donc, il y a bien des liens avec la France. Oui. Alors, 2 grandes séries... Et ce sont d'excellents premiers romans. C'est vraiment...
Oui, ah bah, si ça existe. Je les ai lus et ils sont excellents. Je pourrais vous en parler, mais on n'a pas le temps. Oui, c'est ça. Bah, c'est-à-dire qu'on a le programme. De grandes séries thématiques. Alors, pour finir, donc, la partie en présence, vous avez donc la série Sciences, Planète et Société et H, Temps, Littérature, Regard Neuf. Ouais. Alors là, vous parliez justement du rapport au temps, à l'espace. C'est ça. Donc, là, le thème général, il se décline, en fait, il se ramifie en 2 sous-ensembles que vous venez d'énumérer. Tout à fait. Alors, il y a pas mal de genres de diverses origines. Alors, 3 volets littéraires. Le volet Azul, vous en avez parlé. Le volet littérature et voix autochtones, c'est intéressant. Oui. Et le volet l'imaginaire. Oui. Alors, le volet l'imaginaire, ben, ça regroupe, je vais les prendre très sommairement, là. Ça regroupe, vous savez, les littératures de l'imaginaire, donc science-fiction, littérature d'anticipation. On met le roman noir un peu là-dedans aussi, mais il paraît qu'il fait borne à part. Enfin, donc, toutes ces littératures de l'imaginaire font l'objet d'une programmation, d'une douzaine d'événements au festival, en présence ou en ligne, et qui font dialoguer. Tantôt, on parlait des sciences et de la littérature qui, à tort, sont réputées opposées. Eh bien, là, on a réuni, il y a 4 interventions, des duos, un scientifique et puis un auteur de science-fiction. Et le scientifique, alors il y a l'anatomie, il y a la biologie, il y a et chacun est un spécialiste dans son domaine. Et il y a un auteur de science-fiction qui, lui, a travaillé un peu la question. On connaît Isaac Asimov. Évidemment, il y a les grands noms. Les grands noms d'une, on est en train avec notre cher bien sûr. Québécois qui réadapte ça. Là. Oui, et donc là, ces deux-là, le scientifique et l'auteur, vont discuter du sujet, soit la biologie, soit l'astrophysique, et comment l'imagination de l'un et puis la recherche scientifique avec la méthode scientifique de l'autre peuvent dialoguer. C'est fascinant, notamment l'astrophysique. C'est intéressant parce que Karl Popper a écrit un ouvrage sur la démarche scientifique et il parle justement de l'influence du mystique, de la spiritualité dans la recherche scientifique parce qu'il faut parfois dépasser les limites et souvent l'imagination permet justement de passer soit pour des raisons religieuses ou des raisons spirituelles. Ouais. Donc il insiste, il y a tout un paragraphe très intéressant sur l'imagination. Ouais. Et on a un programmateur évidemment attitré là-dessus qui est Mathieu Lauzon-Dixot, assisté de Pascal Laplante-Dubé, qui a une librairie spécialisée ici à Montréal sur la science-fiction, la librairie Saga. Et donc il est un fin connaisseur de ce monde. Je suis un fan, je vais aller voir. Ah ben, vous irez voir, c'est dans Notre-Dame-de-Grâce. Tout à fait. Ouais. Et puis, donc, on a dit 3 volets. Donc là, on a parlé de l'imaginaire. Le volet Azul, le volet littérature. Ben, on en a parlé tout à l'heure, c'est programmation en espagnol. Et portugais. Et je voudrais juste ajouter que dans le cadre du volet Azul, on rend un hommage à Carlos Fuentes, le grand écrivain Carlos Fuentes qui nous a quittés il y a quelques années. Et donc, on a des gens très importants qui vont venir faire, notamment la fille et la veuve de Carlos Fuentes, qui viendront évoquer et d'autres personnes aussi. Et puis, le 3e volet, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, le volet l'imaginaire. L'imaginaire, on l'a dit. Azul, littérature et voix autochtone. Littérature et voix autochtone, ben là, c'est parce que je vous parlais tout à l'heure de... Pardon, le micro, il se promène. Je vous parlais tout à l'heure de l'effervescence dans les littératures autochtones. Eh bien, c'est le cas. On en prend acte depuis quelques années. Nous, on regroupe dans un volet à la fois la remise du prix des premiers les 2 lauréates autochtones de cette édition. Vu qu'on a Eden Robinson puis Thomson Highway qui, hasard des jurys, sont récompensés, on les réunit sur scène à la Grande Bibliothèque dimanche midi. Et c'est un entretien qui promet d'être mémorable entre ces 2 figures de proue autochtones. Alors, donc là, on était dans la programmation en salle, donc du 5 au 8 mai. Et là, du 28 avril au 4 mai, donc ça sera en ligne, mais comme elle l'a souligné, donc c'est gratuit, à part pour le festival du film israélien de Montréal. Mais alors. Et c'est justifié qu'il y ait un passeport. Oui, parce que là, il y a quand même, on l'a vu, une grande programmation aussi de qualité. Du 28 avril au 4 mai, le festival propose une programmation en ligne des plus alléchantes. D'abord, une série de 3 grands entretiens. Alors, la féministe américaine Gloria Steinem,
Ouais. Donc le romancier et journaliste algérien Kamel Daoud. Kamel Daoud, oui, qui est chroniqueur au Point notamment. Si vous lisez Le Point, il a une chronique au Point, puis il est journaliste aussi et romancier surtout. Romancier. Ouais. La romancière italienne Francesca Melandri. Francesca Melandri, grande romancière qui interroge l'histoire. Moi, vous avez compris que j'aime l'histoire. Ben oui. Et donc, ces romans, c'est une grande romancière. Ils sont traduits en français. Et une partie de l'entretien, moi, je dirais, je l'ai regardé, là. La première demi-heure est en français. Donc, elle parle suffisamment le français pour le maîtriser. Et puis, sinon, c'est en italien et en français parce qu'on a un italianisant, Dominique Garand, qui mène l'entretien. Très bien. Et donc, c'est passionnant. Elle interroge toute la question, justement, des années de plomb en Italie, et puis aussi de la guerre, et le fascisme, évidemment. Le fascisme. Alors, il y a aussi le féminisme à l'ère du MeToo. L'Algérie d'après l'indépendance et pan de l'histoire de l'Italie, bon, comme vous dites, Mussolini, là, qui aimait bien les femmes. Oui. Plus place au cinéma 4 portraits de grands écrivains. Alors là, ça fait référence. On arrive avec nos amis du présentés en partenariat avec le Festival du cinéma israélien de Montréal. Donc Amos Oz, Saul Bellow, David Grossman et Abraham Yeshua. Yeshua. Et puis dans ce dernier cas, il y a un complément qui est sous la forme d'un entretien exclusif pour réaliser par le festival avec, comment il s'appelle, le journaliste Lévy. Elias Lévy, qui est journaliste canadien. Exactement. Et donc, c'est en complément du grand portrait documentaire avec Abraham Yehoshua. Et c'est un complément personnalisé, on va dire. C'est vrai. Donc, on salue Elias, bien sûr. Oui. Mais on est très content d'être en partenaire avec le festival israélien. Oui, ça vous nourrit aussi en même temps. Et puis là, c'est comme... En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font... c'est l'avant-première littéraire, parce que leur festival est un peu plus tard dans le mois. Et donc là, il y a comme une avant-première littéraire. On a singularisé 4 documentaires. C'est tout à fait intéressant. Ils sont bien faits. Moi, je les ai on a quand même un prix Nobel de littérature, parmi les 4. Saul Bellow. Et dans certains cas, c'est même émouvant. Je pense à Amos Oz, là, qui raconte les rapports difficiles avec sa fille. Ça reste... ce n'est certainement pas du voyeurisme, mais on voit toute la difficulté de vivre et la difficulté de vivre aussi en Israël. Oui, bien sûr. Et la difficulté, dans certains cas, de la condition juive. Alors, on revient un peu par rapport à ce qu'on disait sur la science et littérature. Donc, s'ajoutent divers rendez-vous numériques sur les rapports entre la science-fiction et la science, sur la poésie anglaise aussi, du XIXe siècle, soudain ultramoderne, sur la notion de communauté dans les littératures de l'imaginaire. Et l'Espagne, l'Espagne a été le pays invité d'honneur à la Foire du Livre de Francfort en 2023. Ah oui, c'est vrai, il faut que je vous parle de ça. Et le Canada l'ayant été en 2022. Oui, alors, il y a une sorte d'échange là. C'est-à-dire, c'est un passage de témoin, n'est-ce pas? Donc, Canada, c'était l'année dernière. Là, ça va être l'Espagne l'année prochaine. Donc, Festival Métropolis Bleu, je vous ai dit au début qu'on était un carrefour, qu'on aimait bien être l'endroit où les choses se passent. Alors, avec Ingrid Begerman, qui est la programmatrice du volet Azul, elle a conçu et exécuté, réalisé, c'est 4 duos avec un auteur canadien et un auteur espagnol sur soit la traduction, on parlait de traduction tout à l'heure. Surtout en Espagne, là, c'est énorme. Bien sûr, soit l'édition, soit la création, soit la biographie. Donc, il y a 4 secteurs qui sont délimités de la sorte. Et donc, chaque fois, il y a un dialogue entre le Canadien ou la Canadienne et l'Espagnol. Alors, rapidement, il y a Maria Campbell, Sol Salama, Georges Carion, Stéphane Hénigrand, Rosemary Sullivan, Raquel Martinez-Gomez, Katiza Agir et Kevin Lambert et Katia Gubicic, ça c'est et sur Laurence Chimel. Sur la traduction en particulier. Alors, pour finir, parce qu'on est quand même pratiquement à la fin, mais bon, vous avez compris que je vous conseille d'aller voir sur le site Internet. Il y a à boire et à manger. Il y a tout, là, On est dans l'image, dans le son, mais aussi dans la lecture, l'écriture, etc. Donc, vous avez la série de balados Les Inédits, Work in Fiction.
Oui. et le festival TD pour les enfants. Oui, alors un mot pour la série de balado Les Inédits. C'est, vous voyez, la pandémie nous a fait, comme à plusieurs organismes d'ailleurs, prendre conscience des possibilités du virtuel. Et on a gardé, en tout cas, on veut garder le meilleur de la chose, du virtuel, puis renouer évidemment avec le format en présence, qui est quand même la raison d'être d'un festival. La formule balado, elle connaît un essor assez important en ce moment. Il y a beaucoup de gens beaucoup d'organismes qui font des balados. Ça a l'avantage que c'est dans les oreilles des gens, chacun va à son rythme. Et donc, nous, on proposait déjà des circuits littéraires montréalais sous forme de balado. On en a déjà 4. Si vous allez sur notre site, vous allez les trouver. Il y a notamment un Montréal Yiddish, et puis il y en a un Montréal Latino. Puis on en a d'autres en préparation. Il y a un Montréal du village gay, puis il y a des circuits en région aussi. Là, on a développé une idée sur des textes de fiction inédits par des jeunes auteurs, souvent, des auteurs de la relais ou établis ou à mi-carrière, et on leur a donné 3 thèmes au choix. Donc, soit l'âge, le rapport intergénérationnel, soit, appelons ça écologie, développement durable et tout. Le rapport à l'environnement. Ouais. Et puis, le 3e, c'était les inégalités. Et puis, chacun était libre de choisir l'un de ces 3 thèmes et d'écrire un texte de fiction qu'il enregistrait. Donc, c'est la voix de l'auteur, c'est important aussi, la voix de l'auteur, même si ce ne sont pas des écrivains professionnels. Oui, le livre audio se développe pas mal aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, et puis évidemment, tout l'habillage est professionnel, etc. Et on peut s'abonner, tout ça c'est gratuit pour les balados. Et puis, il y en a un chaque semaine qui apparaît. Vous suivez, vous vous inscrivez sur le fil, puis vous aurez la notification. Et vous pouvez faire du rattrapage sur le site. Alors, je voulais finir sur les enfants, parce que ça me paraît important, c'est l'avenir. Oui. Et puis, on parlait de l'illettrisme et l'alphabétisation. Oui, c'est les lecteurs de demain, puis c'est les festivaliers de demain. Tout à fait, oui. D'ailleurs, à titre personnel, quand j'ai fait mon étude sur le Marinoni, le fondateur de la presse moderne, c'est grâce à l'obligation de la scolarisation qu'on a pu créer des lecteurs et que la presse des masses a pu émerger, puisque donc la rotative et les papiers continus ont pu s'émerger, mais il a fallu une politique de l'éducation vers 1830 pour créer. Et souvent, les femmes étaient très lectrices. Hein. C'est eux qui lisaient par groupe. Dans la famille, ils recevaient les gens et ils faisaient la lecture du journal. Donc, c'est l'important d'associer l'éducation avec un festival pour la littérature. La littérature et de le décliner donc pour les enfants. Donc, pour chacun de nos volets, quand ils sont d'importance, on a, a fortiori pour un festival pour enfants, on a une directrice, un programmateur attitré. Je voudrais juste revenir très brièvement sur la série Les Inédits. Oui. C'est David Bradford qui est le programmateur attitré de cette série, qui a fait un travail remarquable de dépistage, de mise en forme, de coordination, et puis de conception aussi. Et puis pour le festival pour enfants, c'est Linda Amiot qui est la directrice. Le festival en est maintenant à sa, je pense, 12e ou 13e, je n'ai pas retenu, là, édition, parce qu'il s'est greffé en cours de route, comme je l'ai dit. Et Linda Amiot, donc, qui est elle-même auteure pour la jeunesse, elle est très au fait. Elle est très au fait donc de ce qui se passe. Il se déroule surtout dans les maisons de la culture et les bibliothèques. Ah oui. Donc, c'est des rencontres là, les bibliothèques sont partenaires aussi. Oui, bien sûr, les bibliothèques de la ville de Montréal. Et puis il y a quand même 70 événements au programme. Hein, oui, c'est le Grand Montréal, en fait. Ouais. Et puis c'est tout au long de l'année, avec évidemment une concentration au moment du festival. Ouais. On a eu dans le passé, là, on va pouvoir le reprendre progressivement, mais des actions dans des hôpitaux auprès des enfants. Oui, bien sûr, c'est une bonne idée. Mais là, pour des raisons évidentes. Il faut l'associer avec le clown, parce que lecture et clown pour les sketchs. Oui, exactement. Alors, donc, c'est des rencontres d'auteurs. Alors, il y a André Marois, oui. Sandra Macmillan, du Mai, Andrew Katz, Mireille Levert, Sandra Dussault. Et puis, il y a aussi La Récréation, série de balados présentant des textes inédits de Fabienne Gagnon, Bonnie Farmer,
Sylvain Rivard et Mireille Messier. Oui, exactement. Et ça, c'est quelques noms, là. Oui, parce que 70 événements. Il y a principalement en langue française, mais il y a des anglophones aussi, bien sûr. Ça dépend du nombre de bibliothèques, parce que les bibliothèques sont les partenaires au premier chef. Donc, je vais vous laisser la conclusion. Je reprendrai après les dates après, mais le mot de la conclusion, parce que il faut essayer de dire aux gens qui... Alors, est-ce que vous avez... une idée du pourcentage de personnes qui viennent visiter chaque année? Est-ce que ça évolue vers le bon sens? On a des statistiques, là je ne vais pas les citer comme ça de mémoire, mais ça tourne autour de les derniers... Parce que chaque année, évidemment, on prévoit on fait des enquêtes de terrain, de toute façon, puis tout ça c'est sur le site. Là, les chiffres des dernières années sont un peu... à cause de la pandémie à cause de la pandémie, donc c'est du virtuel, c'est différent, mais on tourne autour de 100 000 festivaliers. Ah oui, c'est bon, ça. 100 000 festivaliers, c'est en gros, là. Et c'est quand même significatif. Ah bah oui. Et puis, il y a une journée professionnelle. Donc, il y a des professionnels qui viennent parce que le Festival Métropolis Bleu est un lieu de rencontre. Donc, la journée du vendredi, avant l'inauguration à 5h30. Quand vous dites professionnels, c'est des libraires, des libraires, des éditeurs, des agents, des graphistes, des journalistes, des gens qui viennent aussi qui font qui organisent des festivals, des programmateurs de l'étranger. On a des gens qui vont venir de l'étranger. Donc, c'est l'occasion de les rencontrer. La conclusion, le mot de la fin, je reprendrai une idée esquissée au début, c'est que la littérature est une maison ouverte à tous les vents. Et elle doit le demeurer. Et le festival Métropolis Bleu, je pense, ouvre toutes les fenêtres, ouvre toutes les portes. Ça fait 24 ans que ça existe, ça veut dire que quelque part, il doit être apprécié des gens, enfin, qui... je pense que oui. En tout cas, moi, je suis très contente de travailler pour ce festival. Il y a des ressources, à la fois ça mobilise les gens, il y a un capital humain très important. Ça doit être passionnant de rencontrer tous ces gens-là. Et c'est passionnant de mettre les gens en présence les uns avec les autres. Alors, puis il y a toutes sortes de rencontres inattendues, des traductions qui en découlent. Il y a la part impondérable, aléatoire des rencontres. Il y a un relais dans la presse aussi? Il y a un relais dans la presse. Oui, on a un bon soutien de la presse, des radios. On a des relationnistes de presse qui font un excellent travail. Et puis, donc, Janice et puis, comment il s'appelle notre relationniste en français? Ça y est, les noms vont m'échapper. Oui. Mais Philippe. Voilà, bon. Philippe. Il faut pas chercher trop longtemps. D'accord. Et autrement, y a-t-il des coûts particuliers? On n'a pas abordé ce sujet-là. C'est-à-dire, il y a des activités payantes, et puis parce qu'il faut aussi avoir quelques revenus de billetterie. Tout est sur le site. Vous achetez votre billet, et puis c'est des prix très modestes, 7 $, 10 $, 15 $ maximum, 20 $ pour l'atelier sur la littérature ukrainienne. Le festival... Sachant que l'argent sur l'Ukraine est remis à une fondation. Intégralement. Et on a une initiative cette année, c'est que pour tout achat de billets que le public prend, il est immédiatement applicable à un coupon rabais pour un achat d'un livre à la librairie du festival. Donc, vous voyez bien que Métropolis Bleu est un organisme à but non lucratif. On équilibre les comptes, mais on a aussi comme mandat d'encourager la lecture. Et donc, automatiquement, vous pouvez, dans la foulée, vous pouvez convertir votre billet de 7 $ applicable sur l'achat d'un livre à la librairie du festival. On se rembourse comme à la librairie du Galilée. C'est bon le retour d'impôt, mais c'est un retour littéraire. Il y a des retombées immédiates. Il y a des retombées immédiates. Alors, je rappelle qu'on était avec Marie-André Lamontagne, pour ceux qui ont pris l'entrevue en cours, et qui est directrice donc, du Festival littéraire international. Directrice programmation. La programmation, Festival Métropolis Bleu. Et donc, alors, je rappelle qu'en ligne, c'est du 28 avril au 4 mai, et la plupart est gratuit, à part le Festival du film israélien de Montréal, qui a quelques capsules un peu payantes, mais c'est vraiment des prix modiques. Et du 5 au 8 mai 2022 en salle, donc en présence. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lamontagne. Il y a le site, vous allez sur le site. Le site aussi. Alors, j'ai noté la métropolisbleu.org, Festival 2022. Et là, vous avez tout. Voilà. N'hésitez pas, ils vous répondront si vous avez des questions complémentaires. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci, messieurs, dames, et à une prochaine fois. Merci.